Bonjour, bienvenue dans ce MOOC, Introduction au management. Aujourd'hui, nous accueillons Fabrice Cavaretta, qui est professeur de management et qui vient nous parler de son expérience de manager il y a quelques années au sein d'un grand groupe de télécom quand il était directeur Internet. Alors, par rapport à cette expérience passée, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter d'ailleurs, Fabrice ? Oui. Alors donc, avant de rentrer dans cette position, dans la fin des années 90, je suis originellement ingénieur de l'école polytechnique. J'ai travaillé un petit peu en Silicon Valley et puis en usine, donc j'avais eu une première expérience de management et j'ai été allé faire mon MBA à Harvard. Et donc en sortant de ce MBA, donc j'ai pris cette position dans ce groupe télécom. Alors on dit souvent qu'une des premières responsabilités d'un manager, c'est de décider. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, c'est l'aspect le plus, je dirais probablement le plus évident et qui est effectivement une dimension du travail, c'est de prendre un certain nombre de décisions. Donc bon, je vais l'illustrer par un exemple parce le but c'est pas de faire de la théorie ici, sur une décision à prendre et de montrer justement l'aspect subtil, complexe de ce que ça veut dire décider pour le manager. Donc là, en tant que patron de cette activité Internet, nous devions mettre en place un outil, une infrastructure technique. Et donc, on a décidé, c'est déjà un début de décision, même cette première décision était assez évidente, prendre un sous-traitant, une société de service, une SS2I. Et donc là, la décision, par exemple, c'est quel sous-traitant, quel SS2I. Il y a de grandes sociétés dans le marché, Atos, Capgemini, SEMA, à qui on va donner le contrat. Donc là, c'est typiquement une décision qui est plutôt de mon ressort en tant que directeur de cette activité. Néanmoins, elle n'est pas entièrement de mon ressort, donc c'est déjà un premier aspect des décisions. C'est très simple si le problème est bien posé et qu'on est tout seul, ça devient plus compliqué si déjà on doit le négocier avec d'autres. Donc sur cette décision, on a un gros contrat, c'est l'ordre de grandeur à l'époque, on parlait en dizaines de millions de francs de l'époque, donc on parle de quelques millions d'euros, étalés sur des mois, et on parle surtout de quelque chose qui est fondamental pour le développement de l'activité. C'est que si ça ne marche pas, on est mal. Donc, dans cette décision, ce qui était intéressant, plutôt que de se dire, une décision, c'est un problème bien posé, c'est de se rendre compte que le problème n'est pas bien posé. C'est-à-dire qu'on doit déjà de comprendre et négocier, entre guillemets, de qui réellement va prendre la décision. Là, je ne pouvais pas la prendre tout seul. Mais par exemple, une chose qui était intéressante, c'est je pouvais décider d'essayer d'exclure des gens de la décision ou de les inclure. C'est-à-dire, typiquement, je suis patron d'une activité, il y a des fonctionnels dans l'entreprise, par exemple une direction d'informatique, de combien eux doivent jouer un rôle, ça dépend aussi de mon rôle de manager, de les ignorer au risque que je perde de l'information ou politiquement ça me joue un tour derrière, de combien je veux les inclure, mais si je les inclus, peut-être qu'ils vont venir avec leur propre agenda. Voilà. Donc là, c'était par exemple un aspect intéressant de la décision, c'est qui, avec l'initiative que j'essaie ou non de faire venir autour de la table. Bon, là, j'avais une approche assez médiane, où de toute façon, j'étais assez réaliste, je savais que de toute façon, ces gens-là allaient jouer un rôle. Je les avais plus ou moins invités, eux-mêmes savaient que c'était un problème un peu compliqué, donc ils étaient venus, mais sans trop réclamer le droit à la décision finale. Donc voilà, on se retrouvait à plusieurs acteurs, il y en avait d'autres comme ça, où déjà on n'est pas seul, mais c'est pas très clair dans le fond de où est le périmètre de décision. Après, il y a la décision à la fin, elle dépend en fait de tout le process. C'est-à-dire, donc là, on a vu un premier aspect, c'est les personnes. Est-ce qu'on met des phases? Est-ce qu'on décide de dire, tiens, on va d'abord plutôt décider là-dessus, puis de décider là-dessus? Donc là, par exemple, est-ce qu'on fait un appel d'offres? Est-ce qu'on fait un pré-appel d'offres? Est-ce qu'on prend des consultants? Et chaque fois, ça recrée des sous-décisions qui vont déterminer le process qui fait qu'à la fin, je dirais que la décision finale de dire, OK, on a choisi le sous-traitant X, dans le fond, elle est presque déterminée par l'ensemble de ces choses avant, qui sont aussi de notre ressort. En tant que manager, on voit bien que c'est peut-être ça, en tout cas dans mon cas, qui était une vraie position managériale un peu compliquée, c'est la complexité du process qui amène. À la fin, la décision s'impose presque à elle-même dans ce cas-là, c'est assez intéressant. Les vraies décisions, c'est celles qu'on a prises en amont, de qui on a mis autour de la table, de combien on s'est couvert, de quoi on avait peur en amont, qui fait qu'à la fin, à quoi je fais attention? Est-ce que je fais attention à leur... Donc là, c'est un problème classique de théorie de la décision. Quelles sont les dimensions? Est-ce que je m'intéresse à l'argent? Est-ce que je m'intéresse à la qualité? Est-ce que je m'intéresse à quelque chose qui est très subjectif? Est-ce que je leur fais confiance? Est-ce que je m'intéresse au délai?
Est-ce que je m'intéresse aux synergies avec le réseau d'entreprise? Donc il y avait énormément de dimensions dans la décision. Et donc c'est pour ça que je préférais démarrer sur les autres aspects, ce qui n'était pas obligatoirement très clair dans ma tête à l'époque, mais bon, en tant que manager qui commençait à avoir de l'expérience, je l'avais fait instinctivement. Tout ce process détermine dans le fond le mix des dimensions que l'on va prendre en compte. Bon, alors, effectivement, une belle décision, elle est là, elle a 3 dimensions. Une vraie décision dans le monde réel, elle a beaucoup plus de dimensions, dont pas mal qui ont été terminées par un process compliqué en amont. Très bien, merci. On dit qu'une autre responsabilité du manager, c'est de motiver ses collaborateurs et de les motiver un petit peu différemment puisqu'ils sont tous différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense, indéniablement, c'est vraiment, c'est le point important, c'est pas seulement la question de savoir si les gens arrivent de bonne humeur au travail le matin, est-ce qu'ils ont envie, quand ils se réveillent, de venir au bureau. C'est aussi pour vous, est-ce que c'est agréable, c'est aussi, s'ils sont motivés, est-ce qu'ils vont faire du bon boulot, est-ce qu'il va y avoir un bon esprit, s'ils sont motivés, est-ce qu'ils vont plutôt collaborer, ou est-ce que s'ils ne sont pas motivés, ils le font juste pour l'argent, à ce moment-là, ils peuvent commencer à tricher ou à faire, cut the corner, c'est vraiment prendre au plus court. Donc, voilà, encore une fois, sans théoriser, qu'avoir des collaborateurs motivés, en tout cas dans beaucoup de travaux un peu sophistiqués de bon niveau, c'est une évidence. On pourrait débattre, ce n'est pas le lieu, que si on avait un boulot extrêmement bête, peut-être la seule méthode, ça serait de fouetter les gens. Mais même ça, j'y crois pas. Maintenant, je suis prof de management, mais à l'époque, c'était évident. C'était des boulots compliqués avec des gens sophistiqués dans une société industrielle, la France, dès la fin des années 90, au moment du boom Internet. On a besoin de gens quand même qui mettent quand même un peu leur cœur sur la table. Donc un exemple, donc je pense toujours intéressant de discuter sur les exemples. J'ai eu du mal à trouver l'exemple, donc je me suis dit, est-ce que j'étais en fait, je m'intéressais pas à la motivation. Alors c'est possible. Néanmoins, non. Je pense que l'explication de pourquoi j'ai eu du mal à trouver un exemple, au-delà du fait que c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance sur cette expérience-là d'avoir des gens qui étaient naturellement extrêmement motivés. C'est pas le cas. Par exemple, j'étais en usine pour un certain nombre de raisons. C'était une activité qui était moins en boom. Ils avaient reçu un manager très expérimenté, moi, qui n'était pas vraiment bien à sa place. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout motivés. Donc, on ne va pas en parler là parce qu'on pourrait faire une autre séance sur quid quand vous avez vraiment des gros problèmes de motivation. Donc là, sur ce cas-là, dans ce grand groupe industriel de télécom, au début de la bulle Internet, les gens venaient très motivés. Donc, j'ai eu du mal parce que je me dis, j'avais pas tellement besoin. Ok, mais néanmoins, je voudrais donner un exemple, un truc que j'ai fait à ce moment-là. Pas obligatoirement que c'était genre, j'avais une checklist, tiens, il faut le motiver les gens, parce que justement, j'avais pas de grosses angoisses sur la motivation. Mais néanmoins, j'ai fait un truc que je trouvais très intéressant à vous raconter, c'est que à un moment, donc sur notre partie de mon poste dans ce grand groupe, on était plus ou moins en joint venture et le gros de l'activité se passait aux États-Unis. Et donc moi, en tant que manager, je devais souvent voyager en Europe, aux États-Unis. Et puis à un moment, on devait faire un gros meeting aux États-Unis. Et puis on devait plus ou moins emmener les membres de mon équipe, de mon management à moi. Donc on devait y aller à 5-6. Et à ce moment-là, j'avais une équipe qui faisait 30 personnes. Et une chose que j'ai eue comme idée, c'est de me dire, en fait, je vais emmener tout le monde. Je vais emmener tout le monde parce que je pense que c'est vraiment un truc super au niveau de la motivation. Alors que ça veut dire la motivation dans ce cas-là, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que, bon, alors d'abord, c'est que les gens soient joyeux, ils étaient contents d'aller à New York. Il y a des gens, c'était la première fois qu'ils allaient en Amérique, donc c'était plutôt bien. Mais c'était aussi qu'ils voient d'eux-mêmes, on va là-bas, on a des réunions, et on voit l'équipe qui est à New York. Donc il y a un aspect informationnel, il y a un aspect engagement. Ce qu'on appelle la motivation, c'est que les gens soient engagés dans l'action. Et là, en leur disant, vous aussi, on vous amène. Alors quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. J'ai dit, on est 30 personnes, y compris les assistantes, on va en Amérique. Et bon, ce qui n'est pas courant, c'est pas courant du tout. Les gens disent, ok, non, on n'y va pas à 6, on y va à 30. Et alors, bon, mes patrons, ils se sont demandé qu'est-ce que c'est que cette idée un peu étrange. Je leur ai dit, écoutez, je vous rassure, on va faire un truc, ça ne va pas nous coûter cher, parce qu'on voyagera tous en classe éco. Alors probablement, j'aurais pu voyager en classe business. Donc déjà, à 30 en classe éco, c'est pratiquement le même prix que de voyager à 6 en business. Et on mettra tout le monde au YMCA. Donc c'est vraiment un détail, mais c'est vraiment un détail, mais qui fonctionnait très bien, parce que le but, c'était un petit peu de manière hyper moderne de faire ce qu'on pourrait faire en faisant un outing. On va tous un peu dans un château de la région parisienne. Bon, d'abord, les gens ne vont pas avec tout le monde. C'est pas obligatoirement toujours très excitant, parce que tout le monde connaît le truc. Des fois, ça peut être excitant. Là, c'était excitant. Et puis bon, il y avait un aspect étrange d'avoir toute une équipe
qui se voyaient qu'au bureau, qui se retrouvaient dans un couloir au YMCA à New York, sur la 42e, je ne sais plus sur quelle rue on était, au Midtown, voilà, on a tous dormi dans une chambre du YMCA. Il y en a pas mal qui ont partagé une chambre, hein, en tout bien, tout honneur. Hein. Et donc ça, c'était vraiment un truc, bon, au niveau de la motivation de l'équipe, c'était super, quoi. Pendant des semaines avant, ils ont parlé que de ça, et après, quand on est revenu de l'Amérique, on est tous allés voir, on avait vu les équipes là-bas, il y avait une cohésion d'équipe, donc c'est ça les aspects de motivation, il y avait l'aspect de la cohésion, les gens comprenaient mieux, ils avaient envie de réagir, bon voilà, c'était un exemple typique d'acte managérial qui fait avancer la motivation. Alors, autre responsabilité du manager, on dit que le manager de proximité a pour objectif de développer les talents et chacun des différents talents de ses collaborateurs. Oui, oui parce que bon, d'abord, on vous confie des gens et ces gens-là ne sont pas statiques. Donc, c'est pas juste on vous donne un objet et puis après l'objet est jetable. L'objet va croître, donc c'est vous qui le gérez, vous le gérez. Hein. Donc, ça, c'est la première raison. L'autre raison intéressante, c'est parce que c'est votre motivation en tant que manager. Vous avez des gens, vous allez avoir des problèmes. Donc, si vous les faites un peu croître, a priori, ça peut vous aider. Alors, il y a un danger, hein, c'est qu'il y a des gens qui, des fois, sont mal à l'aise à l'idée que on peut faire croître et souvent les gens veulent bouger, et donc vous risquez, surtout si vous faites croître les bons, vous risquez de les perdre. Bon, c'est une possibilité. Alors je vais vous donner toujours un exemple. À un moment, on a eu un vieux patron d'un service technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui partait. Et il partait à la retraite et il fallait le remplacer. Donc processus habituel, offre de poste, etc. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps, donc là, c'est pas un échec parce que à la fin, la vérité s'est imposée à moi, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que dans le fond, dans l'équipe, j'avais un mec qui pouvait le remplacer. Et pour moi, ça a été très intéressant. J'ai eu une chance à l'époque, c'est que j'avais contact avec une personne au RH avec qui on a une bonne relation et qui faisait bien son boulot, qui était d'avoir une bonne relation avec moi, enfin une bonne relation, pas subjectivement, relativement d'égal. La personne pouvait me parler en disant « Écoute Fabrice, tu n'as pas considéré ça, tu devrais considérer ça ». Et c'est elle qui m'a dit « Mais tu n'as pas considéré un tel, pourquoi tu n'as pas considéré un tel ?» Et c'est vrai que je n'avais jamais considéré la personne. C'est-à-dire que pour moi, c'était un bête technicien, le gars, dans cette équipe technique. Il ne brillait pas en apparence, donc ça m'était vraiment pas venu à l'idée, quoi. Et donc là, on apprend beaucoup de choses sur qu'est-ce que ça veut dire développer les gens, c'est-à-dire que la compétence pour un premier poste, c'est pas exactement la compétence pour le deuxième poste. Bon, secondo, la compétence du poste qui nous intéresse, elle est peut-être plus subtile que celle qu'on imagine. Là, par exemple, typiquement, il fallait que ce soit chef d'un groupe technique. Le chef, il n'a pas obligatoirement besoin d'être flamboyant. Je veux dire, par là, c'est une idée un peu innocente que j'avais implicitement à l'époque, c'est de me dire, le chef, il doit être le gars. En fait, c'est pas vrai, évidemment. Donc, il va falloir prendre des gars qui ne sont pas obligatoirement flamboyants. Alors, peut-être qu'il faut les rendre flamboyants, je ne suis même pas sûr, on pourrait en débattre ailleurs, mais surtout faire qu'ils puissent tenir le poste, et ils vont absolument pouvoir tenir le poste très bien, même s'ils ne sont pas flamboyants, ce qu'on appellerait extravertis dans notre langage. Okay, donc, est-ce qu'ils sont extravertis, introvertis? Le gars était absolument introverti. Voilà, et donc dès que le RH me l'a dit, j'ai vu qu'il avait un message, mais au début, j'ai vraiment dit, mais vous êtes sûr, etc. Donc on a discuté, j'en ai discuté au partant, c'est celui qui l'avait managé, et il a souri, il a dit, ouais, il pourrait, évidemment, et il n'était pas ironique, il m'a dit oui, et étonnamment, il ne me l'avait pas dit. Il ne m'avait pas dit, je ne sais pas pour quelle raison, il ne l'avait pas proposé, peut-être qu'il ne se sentait pas, il ne voulait pas se ridiculiser. Et donc voilà, donc on a passé du temps à discuter et de se dire, bon, probablement que ce gars-là, on va pouvoir lui demander de dire, est-ce que tu peux manager le groupe, est-ce que tu veux manager le groupe? Donc on a discuté avec lui, il a bien réagi au sens que, à son habitude, il n'a pas fait « ouais, absolument, chef, j'attends que ça ». Il a dit « oui, probablement », assez posé. Il dit, bon, voilà. Et donc il a fallu prendre ce gars-là, se mettre bien d'accord sur le fait qu'on voulait faire ça et qu'on allait devoir l'accompagner, etc. Et ça se fait très naturellement de le rendre manager, alors que vraiment, la semaine d'avant, le mec était en train de tirer ses traits. Hein. Il n'avait jamais géré une réunion ni rien. Donc vous avez promu un collaborateur manager. Voilà, promouvoir un manager, changer fondamentalement de fonction, etc. Monter, bon, c'est un exemple typique. C'est pas évident, encore une fois, le script n'est pas écrit à l'avance. La vérité est ailleurs, des fois, là-dessus. C'est de se dire, en fait, c'est dans l'angle mort que la chose intéressante se cache. Autre question, est-ce que vous pensez que tout manager doit être leader? Et quelle différence faites-vous entre un manager et un leader? Alors, donc la grande question théorique, encore une fois, on ne va pas faire de théorique là, c'est à vous de le faire pour votre cours. Dans l'exemple, dans cette entreprise, j'ai un exemple très intéressant qui est le fait
où je crois avoir j'ai dû faire preuve de leadership, et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors, bon, j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que manager leader? On va regarder l'exemple. Là, le leadership, il était que c'était une situation qui était assez entrepreneuriale, ou c'est-à-dire que c'était assez ouvert. Et pour moi, ma réponse, et d'ailleurs c'est ce que je fais beaucoup quand je travaille avec mes propres élèves, je trouve très intéressant de montrer, de bien remarquer que le leadership et l'entrepreneurship, c'est très proche. Par opposition au management. C'est-à-dire c'est dans l'aspect brouillon, émergent, pagailleux qu'il y a du leadership ou de l'entrepreneurship, par opposition à, bon, si toutes les données sont sur la table et qu'il faut jouer les leviers correctement, ça serait du management. Ce serait comme ça que je le décrirais. Je suis désolé, j'emploie un petit peu mes métaphores de cours. Mais bon, pour revenir à l'exemple, donc là je suis rentré dans ce grand groupe industriel, et bon, j'avais une chance qui est assez rare, inouïe, où j'avais vraiment une feuille blanche, c'est-à-dire que c'était une industrie à venir. Moi, je pensais que c'était une industrie à venir. Je suis rentré début 96. L'Internet en France et d'ailleurs dans le monde n'était pas du tout ce que c'était personne n'avait idée de ce que ça allait être. Moi, j'étais vraiment assez clair que ça allait être un truc massif. Donc, j'avais dit, je veux me consacrer à l'Internet. Et quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'être entré dans une équipe qui, à ce moment-là, avait un comportement qui était très adapté, qui était on pousse, on prend les bons, on les pousse. Donc, ils m'ont dit, Fabrice, dis-nous sur quoi tu veux bosser. Et bon, donc là, on voit bien d'ailleurs que à cette question, on a vraiment une question qui est... On a du mal à distinguer si c'est une question de leadership qu'ils m'ont posée ou une question d'entrepreneurship. Parce que je devais faire preuve de leadership pour entreprendre. C'était consubstantiel. Okay, et donc voilà, donc là par exemple, juste pour prendre le process, le leadership, c'était quoi? C'était de se dire, bon, il va falloir... Donc j'avais la chance, on m'avait posé la question. Dans d'autres cas, on ne m'aurait pas posé la question, ça aurait été à moi d'aller voir mes patrons. Mais bon, très rapidement, il a fallu que je revienne voir mes patrons avec quelque chose à leur dire, en leur disant, voilà, j'ai pensé à ça. Et encore une fois, ce n'était pas du management au sens qu'il m'avait dit, remplis la case, et puis quand la case est cochée, c'était bon. Je suis revenu voir, ils ont écouté, je pose tel truc, ils m'ont dit oui, très bien, et j'aurais dit, écoutez, ils m'ont dit, mais tu penses faire un business plan? Bon, ce qui était une question banale. J'aurais dit oui, et par exemple là, un exemple de leadership, c'est-à-dire, et là, c'est vis-à-vis de mes patrons, c'est un exemple intéressant, puisque à ce moment-là, c'est plus pour l'instant du leadership vers les patrons. Mais je ne crois pas que le leadership soit limité à vos collaborateurs. Le leadership, c'est ça. Le leadership, ça va être n'importe qui, les fournisseurs, les clients, les patrons, les collègues. C'est ça, le leadership. C'est au-delà de ces leviers classiques. Et donc, vis-à-vis d'eux, par exemple, c'est un truc tout bête, c'est-à-dire que je leur ai dit, c'est un détail, mais je leur ai dit, je veux faire un business plan, mais par contre, je voudrais avoir un budget parce que je voudrais faire avec tel consultant. Et la raison pour laquelle je voulais faire avec tel consultant, c'est que ce n'est pas le même consultant que tout à l'heure, là on parlait de consultant en stratégie. Ce consultant en stratégie avait écrit tous les business plans pour toutes les activités, l'autre activité de la boîte. Bon, ces activités étaient énormes. Mon truc était censé être un tout petit truc. Mais le fait de demander ce consultant avait plein d'intérêt, c'est parce que ça me permettait que mon plan aurait le même niveau de légitimité que les autres, que un peu mécaniquement mon plan se retrouvait un peu dans une catégorie de trucs gros. Et donc voilà, c'était un peu de les convaincre, d'avoir la force de conviction, de leur dire écoutez, ouais, je veux bien, mais j'aimerais bien le faire avec ces gars-là. Et très honnêtement, ces gars-là, je les connais, je les fréquente encore, et c'est une très belle boîte et je respecte. Mais la vraie motivation n'était pas obligatoirement ce qu'ils pouvaient apporter au sens rationnel, c'était vraiment la manière dont ils étaient capables d'insérer mon action dont j'avais pris la responsabilité dans ce qui se passe dans le réseau d'entreprise. Donc là, on voit vraiment des mécanismes de leadership, c'est que c'est l'initiative, c'est de la conviction, c'est de l'insertion, c'est tous les éléments qui font que le truc, tout à coup, clic, 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 tout le monde y croit, tout le monde vous suit. Et donc, mes patrons qui avaient des gros budgets à l'époque ont dit oui, pas de problème, tel consultant, boum, boum. Et c'était les sommes, je ne veux pas dire de bêtises, mais en francs de l'époque, ça approchait le million de francs de l'époque, cette phrase. Sur un gars qui a été embauché pour dire t'as une idée, j'ai dit oui, parce que faire un business plan avec ce grand cabinet de conseil, c'est tout de suite, même si c'était une petite mission, c'était vite une dépense. Et donc là, très rapidement, je me suis retrouvé, ils m'ont dit oui, bon, j'ai commencé à bosser avec ces gars-là, qui bossaient toujours avec la direction, et mon truc s'est vite rapidement présenté pas au même niveau, parce que les autres étaient des énormes activités en milliards, la mienne au début semblait toute petite. Mais enfin bon, c'était une activité d'accès Internet, ce qui est aujourd'hui une activité de milliards dans cette boîte-là. Et donc là, c'était vraiment un acte de leadership, mais remarquez bien que c'est très proche de l'entrepreneurship.
Très bien. Et en tant que manager, quelles sont vos convictions par rapport à cette époque où vous avez dirigé des collaborateurs de différents niveaux de maturité? Vos convictions de manager, si vous deviez retenir a posteriori 2-3 recettes, 2-3 tips. C'est quoi un bon manager? Un bon manager. Ah bon, oui, mais pas par opposition à un leader, c'est les deux en même temps. Bien sûr, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Je dirais, au regard de mes expériences à l'époque, dans cette boîte-là, et même celle d'avant, avant que je fasse mon MBA, je pense que c'est bien si la personne connaît son métier. Je pense que moi-même, au début de ma carrière, justement dans ma carrière industrielle, il y a des périodes où je ne connaissais pas bien mon métier. Il y avait des raisons pour lesquelles les entreprises, je ne parle pas complètement dans celle-là, plutôt dans la précédente, m'avaient mis dans ces positions-là. Donc, ce n'est pas obligatoirement une erreur de leur part, mais ils avaient raison de prendre des gens jeunes, qui avaient la pêche, qui peut-être volontairement ne connaissaient pas le sujet, parce que peut-être que le top management avait une idée sur des choses qu'il voulait faire dans cette organisation, donc il fallait peut-être mieux prendre des gens qui ne connaissaient pas le sujet. Mais bon, ça me pousse vers l'idée que bon, c'est bien, je trouve bien quand un manager connaît son métier, sait ce qu'il fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit enfermé dans sa technique, donc ça, c'est vraiment mon message. Peut-être cette personne qui serait trop enfermée dans la technique, mais je pense que pour les jeunes, pour des gens qui veulent démarrer le management, justement, il va peut-être avoir la tentation de dire je vais être manager au sens générique du terme. Je pense que c'est bien si on connaît son sujet, si on aime bien agir avec les gens, parce que vous ferez plus naturellement ce que le professeur va essayer d'expliquer sur faites attention aux gens. Si naturellement vous aimez interagir avec les gens, c'est bien. C'est peut-être pour ça que ce qu'on appelle les extravertis, souvent on pense qu'ils sont meilleurs managers. Je ne pense pas qu'ils le soient, mais parce que c'est vrai que ils interagissent plus avec les autres au début, donc c'est vrai que ça aide. Donc oui, connaître correctement son métier, être assez passionné, s'intéresser aux gens, voilà. Et puis avoir un bon sens politique, c'est pas obligatoirement une connaissance, y compris ça peut être des aspects émotionnels, c'est de combien on se sent à l'aise dans le fait que ceci est un grand jeu politique. Et donc il y a des gens qui aiment plus ou moins jouer, ou jouer à ce jeu-là. Et moi, une des raisons pour lesquelles je ne suis plus manager praticien, c'est que c'est un jeu que j'aime bien analyser, c'est pas obligatoirement un jeu que j'aime bien jouer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, hein, mais donc il y a des gens qui aiment relativement jouer. Enfin, d'ailleurs, on peut peut-être motiver des gens qui se diraient « moi, le management, ça ne m'intéresse pas », si on réussit à leur présenter ça comme étant un jeu, en fait, dans le fond. C'est comme un jeu, c'est comme une table de cartes où on accepte le fait que de temps en temps, les mecs vont vous couper, les mecs vont vous mentir, parce qu'il y a des tables de cartes où le mensonge fait partie de la règle. Bon, alors, de combien, quand on est manager, on va accepter qu'il y a des choses qui se passent, qui sont difficiles émotionnellement. Je pense que être correctement équipé dans ce domaine-là, c'est un aspect aussi important. Voilà, donc j'en ai déjà couvert quand même pas mal. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie.